on parle d'une somme de demander entre 150 et 200 millions de shekels. C'est ça ce qu'en vérité, il devrait y avoir d'indemnisation pour les victimes. Comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Et bien entendu, vu les circonstances, eh bien, nous allons commencer cette revue de la presse économique que vous nous dressez chaque semaine par ce qui s'est passé à Méron. Et on va essayer de mesurer l'aspect économique de cette tragédie. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir comment les victimes, les familles des victimes de la tragédie de Méron vont être dédommagées par l'État ou même par d'autres canaux ? Oui. D'abord, avant que je parle exactement de ce sujet, je voudrais bien sûr dire aussi mon émotion. Je crois que les mots ne peuvent pas dire qu'est-ce que chaque juif ici a ressenti en Israël. Vous avez parlé de solidarité aussi, de la compassion. Et comme on est un petit pays, les morts ont souvent des visages qui sont connus soit par nous, soit par des gens très proches. Et on a l'impression que c'est comme des gens comme nous qui souvent qui sont passés. Et c'était important de le dire avant. Une deuxième chose, je pense que le second sentiment de tout juif qui est ici en Israël, ou même, comme vous avez dit, non-juif, a été de se demander, souvent sont morts ici des pères de famille, des gens qui assuraient ce qu'on appelle la parnassa, c'est-à-dire qui assuraient le manger, la vie économique pour la famille. Et qu'est-ce que vont souvent devenir ces familles-là ? Et je crois que c'était là, à long terme, à moyen terme, et qu'est-ce qui va se passer aussi pour les blessés, comment ils vont être indemnisés. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet. Et en même temps, d'ailleurs, au-delà de ça, montrer, il y a souvent des cas moins graves, comment les gens peuvent avoir des indemnisations. D'abord, il faut souligner, puisque on le disait dans la revue de la presse, qu'il y a eu des gestes, des gestes privés de gens. Je parlais de cette famille, Nart, qui a versé 18 000 shekels à chacune des familles victimes de la catastrophe de Méron. Il y a plusieurs gestes de ce type, de cette envergure qui viennent d'initiatives privées. Mais au niveau de l'État, qu'en est-il ? Voilà, justement, ça c'est tout de suite l'émotion et le fait aussi, il y a, au-delà de ça, il y a même des organisations, par exemple la ville de Bnei Brak, qu'on appelle Coupat Tahir, immédiatement ils ont dit qu'ils donneraient de l'argent aux gens qui habitaient cet endroit-là. Mais ça c'est pour le premier chose. Il s'agit de, comme j'ai dit, de un peu plus moyen et long terme, etc. Comment faire et au-delà de ça. D'abord, il faut savoir que pas tout est ce qu'on appelle Efker en Israël, pas tout. On croit que c'est la jungle, etc. Ce qui s'est passé à Méron est organisé par les lieux saints et il y a une assurance là-dessus qui sur les organisateurs. L'assurance était par Ayalon qui a assuré, bien entendu, on va voir que c'est pas suffisant, pour une somme de 18 millions de shekels au cas où il y aurait des dégâts. Voilà ce que la police d'assurance, elle dit. Maintenant, elle-même, Ayalon, pourtant, elle n'a pas baissé en bourse parce que elle peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit Ayalon ? Ça veut dire Ayalon va dédommager les familles des victimes ? Ça veut dire que quand il y aura un procès... Attendez, je vais expliquer immédiatement. D'abord, il y a un nom qui s'appelle Ayalon qui est chargé de ces 18 millions de shekels et en vérité, c'est pas elle qui payera de toute façon la plus grosse partie parce qu'elle-même ne peut pas soutenir des sommes importantes. Elle va, la plupart, il faut savoir que les entreprises en assurance en Israël sont assurées eux-mêmes à Londres par des grandes compagnies d'assurance et il y aura que 2 millions au maximum qui seront supportés par Ayalon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez sûrement vu que une des réactions, et c'est normal aussi, juridiquement, de beaucoup d'acteurs, a été de dire c'est pas moi le responsable. Parce que, effectivement, à partir du moment où il y a une responsabilité pénale ou une responsabilité civile, ces gens-là devraient payer à Ayalon, puisqu'Ayalon peut les attaquer, et aussi les familles des victimes. Apparemment, les familles des victimes vont être tous ensemble pour faire une seule attaque en justice. On parle d'une somme de demander entre 150 et 200 millions de shekels. C'est ça ce qu'en vérité, il devrait y avoir d'indemnisation pour les victimes concernant aussi les blessés et les endeuillés, etc. Ça doit arriver entre 150 et 200 millions de shekels. Qui viendrait d'où ? Alors,
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a Ayalon elle-même, il y a une compagnie qui s'appelle Inbal en Israël, c'est la compagnie d'assurance de l'État. C'est elle, si il s'avère que c'est quelque chose qui a été fait berachlanout, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes, et on le sait qu'il y a des problèmes, à ce moment-là, Ayalon dira, c'est pas moi, elle va se retourner contre l'État, et apparemment, c'est cette compagnie Inbal qui payera cet argent après procès. Ça, c'est la première qui payera. Et deuxièmement, voilà, les gens personnels, il y a des gens qui avaient des assurances vie peut-être de ces familles-là, des pères de famille. Et dans ce cas-là, en dehors de tout ce qui se passe immédiatement maintenant, la famille pourra y toucher le montant de l'assurance vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste dire la chose suivante. Et je veux revenir là-dessus. Comme vous avez dit souvent, ceux qui sont décédés ici comme pères de famille étaient des gens du milieu orthodoxe. Je l'avais dit ici, je veux le répéter à ce moment-là. Il existe depuis 1 an au moins une assurance vie. Celui qui est étudié à la yeshiva, au kollel, paye un tout petit peu d'argent. Un tout petit peu d'argent paye la yeshiva ou le kollel, et le reste est fourni par l'État. Et dans ces cas-là, si quelqu'un comme ça décède, pendant 15 ans, il lui est versé à la famille ce qu'il aurait eu au kollel chaque mois. Donc, ça a été, parce que il y avait d'autres cas comme ça, malheureusement, des gens qui meurent pour différentes raisons. Ils en avaient marre qu'on voit les gens dans les synagogues et des choses comme ça, ou devoir être au social. C'est pour ça que pour tout ça, il y a eu cette solution. Il faut espérer que que ces gens, cela l'avaient fait. Et je redis encore, et je lance un appel, tout celui qui est dans cette situation, qui nous entend, qui se renseigne auprès de sa yeshiva, ce collège, c'est vraiment pas beaucoup d'argent à donner par mois. Et dans des cas comme ça, ça peut énormément aider. Alors, mais là, dites-moi si je me trompe, j'ai peut-être pas bien compris, mais le gouvernement, où il intervient là, au niveau des dédommagements? Encore une fois, la compagnie d'assurance Inbal, c'est la compagnie d'assurance du gouvernement. D'ailleurs, quand on lui a demandé ça, elle n'a pas répondu, elle n'a pas dit qu'elle ne payerait pas. Elle a dit, je veux voir qu'est-ce qu'il va y avoir pour le procès. Maintenant, à part ça, il va y avoir sans doute une loi pour accélérer les choses. Il y en a plusieurs qui parlent de ça. Si par exemple une commission d'enquête nationale, on en parlait tout à l'heure, Denis Charvit, devait décider de faire endosser au gouvernement la responsabilité de cette catastrophe, est-ce que le gouvernement a un budget pour dédommager les familles? C'est Inbal qui le fera. C'est Inbal qui le fera. Et de toute façon, je ne sais pas si cette commission aidera. Elle aidera sûrement pour le futur ou pour enlever des têtes peut-être, mais pour le passé, c'est la justice qui décidera et la loi qui sera sans doute faite dans les prochains mois pour aider à l'accélération comme ça arrivait après Versailles. Une chose encore et qui peut toucher tout le monde, qu'il faut le savoir. Parmi ceux qui risquent d'être attaqués, vous avez sûrement entendu qu'il existe là-bas ce qu'on appelle les Gdeshim, c'est-à-dire que chaque petit endroit était tenu par des organisations orthodoxes, notamment par exemple Toldot Haran, puisque c'est passé à côté de ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette organisation-là va être traînée devant le Girno. Pourquoi? Parce que c'est à elle cette chose-là qui lui appartient. Si quelqu'un, par exemple, il faut savoir, tombe dans la rue, et que dans la rue, il y a le trottoir, il est glissant, eh ben, on peut se retourner sur la ville et la ville doit payer. Là, le propriétaire, c'est Tracidoute, ça peut être d'autres. L'endroit où c'est arrivé, si c'est arrivé parce que il y avait un problème qui est apparemment une négligence qui est claire, dans ce cas-là, ils vont eux aussi devoir sans doute payer des sommes énormes. Et ça, c'est une des choses. Et au-delà de ça, il faut le savoir, quand quelqu'un est dans un endroit privé ou même public, comme j'ai dit, et qu'il lui arrive un accident parce qu'il y avait un problème, il peut immédiatement demander en justice à être réparé. Alors ça c'est donc pour la terrible catastrophe de Méron. Je voudrais que nous revenions à des problèmes économiques et sociaux plus consensuels, on va dire plus naturels, hein, et parler en particulier de la brusque baisse du chômage. On l'a remarqué, on l'a dit, le chômage est en baisse, on est déjà passé au-dessous des 10%, on est, je crois, dites-moi si je me trompe, mais autour des 8%, et on devrait passer même et là on commence à parler des indemnités chômage, de ces fameuses indemnités, le khalat, dont on parle depuis 1 an, depuis le début de la crise, qui pourrait s'arrêter très rapidement, peut-être même plus rapidement que prévu, puisqu'ils doivent s'arrêter à la fin du mois de juin.
Voilà. Vous avez, comme d'habitude, bien résumé la situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des différents bruits dans la presse, ce qu'on appelle en hébreu bilboul. Chacun dit autre chose. Et hier, j'ai vu ce qu'on appelle le bitoire lomi, c'est ceux qui sont chargés de payer, se sont fendus d'un communiqué pour clarifier les choses. D'abord, une chose très importante, c'est une chose qui est sûre et qui est nette. Le chômage est passé en dessous de 10% déjà au mois de mars. La loi, qu'est-ce qu'elle disait, la loi? Elle disait qu'à partir du moment où ça baisse au-dessous de 10%, un mois après cette publication, alors ça baissera de 10% les allocations au chômage partiel, qu'on appelle le Khelat en Israël. Maintenant, c'est un mois, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, par exemple, prenons ce mois-là de mai, les gens ne vont pas être payés, ils vont être payés maintenant le 12 mai, mais ils vont être payés maintenant pour ce qui s'est passé en avril. Parce que qu'est-ce qui se passe en mars? Parce que début mars, parce que qu'est-ce qui se passe? On n'est pas payé à la fin du mois pour ce qui s'est passé en avril. Il y a encore, on est payé le 12 du mois d'après parce que ils doivent faire des comptes. Donc c'est à peu près 40 jours après que ça s'est passé qu'il y a un effet sur les gens. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Maintenant, cette chose de moins 10%, quand c'est arrivé, alors le ministère de la Finance a dit non, moi je voudrais reculer de un mois, c'est-à-dire que ça n'arrive qu'en juin et donc que seulement qu'en juillet que les gens verraient la différence. Maintenant, cette chose-là, il n'a pas le droit de le dire. D'abord, c'est pas lui qui est responsable, c'est le ministère de Avoda Varvacha, c'est-à-dire du travail dont dépend le bitoire lomi. Donc, ce qu'il pouvait dire n'a rien servi. Il a dit qu'il ferait une loi. Il n'y a pas eu la loi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le 12 mai, vous n'aurez pas de différence. Là où vous aurez une différence, c'est au 12 juin. Voilà. Parce que, et encore pas sur tout le mois, parce que c'est compliqué. C'est entre le 20 et le 30, vous aurez 10% en moins. Ah, oui, ça, c'est une première chose à faire. Donc, ce ne sera pas une baisse dramatique. Maintenant, ce que vous dites, là, 7,5%, quand les gens ont vu que le chômage, même en avril, que maintenant, la première semaine d'avril a été en delà de 8%, ils se sont dit, on arrive au 7,5% de la loi qui avait dit que dans ce cas-là, il n'y aurait plus du tout de chômage partiel. Alors, pour cette chose-là, encore il faut, mais ça sera de toute façon, ça n'arrivera pas maintenant, ni en mai, ni en juin, ça va arriver dans celui qui va arriver en juillet, quand les gens recevront 12 juillet, il est possible qu'il y ait un problème. Oui. Maintenant, encore une fois, vous l'avez peut-être sûrement dit, il y aura peut-être un nouveau gouvernement, j'en sais rien ce qu'il y aura pendant ce temps-là. Est-ce qu'il va y avoir une loi qui va faire changer d'un mois? De toute façon, de ce que on voit pour l'instant, la situation est très bonne point de vue du chômage, et je ne sais pas à quel niveau, sauf que c'est pour certains secteurs, les gens seront inclins à... Je voudrais vous poser une question concrète. On dit 8% aujourd'hui, peut-être 7% le mois prochain. Oui. Si on avait annulé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les indemnités chômage. Oui. Est-ce qu'on aurait eu plus de gens qui seraient retournés sur le marché du travail et le taux de chômage aurait baissé de manière plus sensible? Oui, vous me posez cette question souvent depuis des mois et des mois. J'ai dit... chaque fois d'une manière différente. Oui, et moi je vous réponds toujours, c'est complexe. C'est pas obligatoire, ça peut arriver certaines choses, mais c'est pas obligatoire que ça arrive parce que... comment dire, c'est pas, des gens peut-être ne voudront pas revenir à l'ancien travail ou dans les endroits où maintenant ils sont demandés, et donc je ne sais pas à quel niveau, c'est très difficile de savoir ça, et parce qu'il y a des secteurs qui sont de toute façon touchés, l'agence, les trucs de voyage n'ont pas repris ou des choses comme ça, et puis il y a des gens que leur métier c'est l'agent de voyage, ils n'ont pas envie de faire autre chose, je ne sais pas à quel niveau ça serait fait, mais... Non, je dis au niveau tout simplement par exemple, on a parlé ces dernières semaines, des serveurs dans l'industrie de la restauration, où on voit qu'ils sont en crise encore. Il n'y a toujours pas de serveurs dans les restaurants aujourd'hui. Et donc si on avait arrêté cela, est-ce que cela aurait contribué, ou alors au contraire cela aurait fait plonger d'autres personnes en dessous du seuil de pauvreté? Prenez l'exemple de quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui a travaillé toute sa vie en faisant d'être agent de voyage. Il n'a pas envie de travailler serveur dans un restaurant à 61 ans, même si on lui dit on te donne plus d'argent. Je ne sais pas. Je ne pense pas d'ailleurs que les gens n'ont pas envie de travailler parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. C'est quelque chose qui est complexe, et donc il y en a qui disent ça, mais de toute façon même les banques d'Israël avaient parlé de résoudre de façon graduée, de diminuer de façon graduée, pas d'un coup. Donc il va sûrement y avoir quelque chose, mais on a un certain temps avant de voir s'il y aura l'annulation complète ou pas de ces dommages, de ce chômage partiel.
Une dernière chose à ce sujet que je veux Oui. dire, qui passait, et c'était sur toutes les finances, et c'est important. Ils ont annoncé hier au ministère des Finances qu'ils donnent une prolongation de 1 an de tout ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État. Ils ont dit aux banques, s'ils devaient s'arrêter maintenant, on leur donne encore 1 an. À part ça, il y a même des prêts qui ont été faits sur 5 ans. Ils ont dit, ces prêts-là que vous avez sur 5 ans, on permet aux banques, et nous, l'État, on financera pour les permettre jusqu'à pendant 10 ans. Ils ont même de 5 à 10 ans augmenté. Donc c'est très très important cette mesure-là. Elle est officielle, elle est rentrée, j'ai vu le texte, et les banques sont couvertes, et donc ça va sûrement aider les entreprises ou les indépendants qui ont encore maintenant des difficultés pour pouvoir pas tout de suite régler les dettes. Alors, écoutez, il nous reste un peu de temps, 1 minute à peine. Hein. Alors, le dernier sujet. Voilà, alors je ne sais pas, Super. vous voyez, il nous reste 2 sujets à évoquer, soit la problématique avec les Émirats, soit un avocat, un agriculteur qui est avocat et qui attaque en justice Supersal. Supersal, je voulais dire comme ça qu'il y a hier un agriculteur qui est avocat, qui a attaqué en justice en disant que le Supersal fait un grande campagne publicitaire en disant je suis pour les agriculteurs israéliens, le bleu-blanc, il fait ça à la télé, il le fait dans ses sites internet. Il a découvert que lui, ce qu'il achetait au Supersal, et que ça soit dans l'application ou que ça soit dans les succursales même de Supersal, n'était pas des produits agricoles bleu-blanc, mais des choses qui étaient venues de l'extérieur. Vous savez très bien, Jordanie, Gaza, et aussi Turquie beaucoup. Il sait, par exemple, je vous donne le truc, si vous avez des tomates qui n'ont pas de queue, ils viennent de Turquie, ils viennent pas d'Israël. Et il y avait marqué Israël dessus. Ils savaient que c'était faux. Et ils lui ont dit, oh super, on n'a pas eu de temps de changer l'étiquette devant le truc en montrant que ça venait d'Israël. C'est effectivement, depuis un certain temps, on a changé en venant de Turquie. Alors lui aussi, il peut obtenir des dédommagements. Alors, il dit, c'est pas seulement moi. Et lui, il a dit, j'ai perdu comme ça 550 shekels parce qu'il faut savoir que les Israéliens sont prêts à payer 25% de plus pour acheter des produits locaux. Ça, c'est une bonne donc, nouvelle. Voilà. Apparemment, il demande plusieurs millions de shekels. Nous suivrons ça avec attention. Nous suivrons cette affaire de près. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour votre chronique, votre revue de la presse économique. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.